Le narcotrafic, c'est l'alternative, là où l'État s'est retiré. Ce n'est pas la jungle, c'est un autre État, une autre forme d'ordre. Clandestin mais structuré, violent mais rationnel, impitoyable mais précis. Il fournit du pain, des vêtements, de la considération, un métier. Il produit une société parallèle avec ses rites, ses ascensions, ses cérémonies. Il décide de tout, qui peut parler, qui peut frapper, qui peut disparaître. Moi, je suis né et j'ai grandi dans la cité de Frévalon, dans le 13e arrondissement, qui est une des plus grandes cités de Marseille, dans laquelle on vit comme dans les autres cités, en fait, dans des barres d'immeubles, parqués les uns sur les autres, et la solidarité des gens dans ces quartiers, elle est juste incroyable. Si je me mobilise, c'est parce que le narcotrafic coûte à nos vies, coûte aux vies des habitants des quartiers populaires. Parce que pendant des années, nous, les habitants des quartiers, on a été emprisonnés, tenus en otage, pris pour violence, pris pour cible par les narcotrafiquants. Et donc, suite au décès de mon premier frère, Brahim, en 2020, j'ai décidé de me mobiliser sur ce sujet. Et j'ai publié un livre en octobre dernier aux éditions Le Bruit du Monde qui s'appelle Marseille essuie tes larmes. Comme beaucoup d'enfants, comme beaucoup de jeunes des quartiers, j'ai vu ce que la drogue, elle coûtait à nos vies. Moi, elle m'a pris 2 frères. Mon petit frère Mehdi a lâchement été assassiné pour rien, parce qu'il était mon petit frère, parce qu'on a voulu me faire taire. Non avrebbero ammazzato suo fratello, il fratello innocente, se non ci fosse stato il primo fratello connesso con loro, perché questo ha fatto sì che l'organizzazione considerasse quella famiglia una famiglia sotto le loro regole. È il primo crimine trasversale della Francia moderna, cioè i crimini, diciamo, le esecuzioni trasversali avvenivano sempre tra criminali e nell'epoca della French Connection. Adesso invece sta avvenendo nella nuova mafia e uccidendo un ragazzo innocente. Questo sì della forza militare dell'organizzazione è abbastanza semplice, perché si tratta non si tratta con le mafie e non col terrorismo, perché trattare col terrorismo. Questo ragazzo è un simbolo, cioè è colui che può dire che in quel territorio si può parlare, e quindi è molto più pericoloso di qualsiasi giornalista, perché dimostri che in quel territorio puoi ribellarti. Le narcotrafic n'est pas un phénomène, c'est une armée sans uniforme, une politique souterraine qui reconfigure l'espace. Un pouvoir. Il pose les règles, dicte les gestes, les horaires, les non-dits. Il remplace les figures d'autorité. Dans le livre Marseille essuie tes larmes que j'ai publié en octobre dernier, je décris la narcocratie. Et la narcocratie, en fait, c'est le pouvoir que les narcotrafiquants ont d'influer sur nos vies. Par exemple, dans les séries télévisées, quand on voit les têtes de réseau, Pablo Escobar, comme des super-héros, comme des gens qui ont sauvé l'humanité, comme des gens qui, ok, ils font des choses pas bien, mais à côté de ça, ils donnent de l'argent aux familles qui n'ont pas d'argent, ils donnent des moyens pour rénover des écoles, des quartiers, ce genre de choses. Et en fait, cette héroïsation des narcotrafiquants, elle n'est pas bonne, elle n'est pas juste. Et on doit travailler contre cette héroïsation. Et puis, il y a tout un autre sujet de la narcocratie, en fait. C'est le pouvoir que ces gens ont d'influer sur la vie des habitants, de mettre des barrages à l'entrée des cités, de dire toi tu rentres pas, de fouiller les gens. Et en fait, on a compris, nous, que le narcotrafic, que les narcotrafiquants n'ont pas vocation à remplacer l'État. Ils savent qu'ils ne peuvent pas. Mais ils ont cette volonté de se substituer à l'État, c'est-à-dire de remplacer des prérogatives de l'État, de les prendre en charge dans des endroits. Par exemple, en France, à Cavaillon, qui est une petite commune pas très loin de Marseille, à Cavaillon, les narcotrafiquants, l'été, ils payent des piscines pour les habitants. Ils payent des piscines au milieu du quartier pour dire aux gens profitez. Dans une autre commune pas très loin, ils mettent des courriers dans les boîtes aux lettres des habitants en disant au vu des désagréments que l'on vous cause, vous avez le droit à une compensation financière, donc venez nous voir et on vous donnera 100 € tous les mois. Là où ils voient que l'État recule, là où ils voient qu'il y a des lacunes, ils essayent de combler le vide. Ils disent il y a l'État qui existe, mais il y a aussi nous. Et en fait, c'est aussi nous, ce parallèle qui
qui est très dangereux pour la démocratie, qui est très dangereux pour l'état de droit, qui est très dangereux pour les vies humaines, puisque ces gens-là, ils n'hésitent pas à tuer, à assassiner, à abattre des gens en pleine rue, à tuer des pères de famille, des frères. Ils n'ont pas hésité à tuer mon petit frère, Mehdi, pour rien, pour me faire taire. Et donc tout ça, c'est à dénoncer et à y apporter. Moi, je dis que ce pays est responsable. Pas coupable. Peut-être, mais responsable. Responsable de t'avoir mis en danger, de nous avoir laissés seuls. Pendant des années, les services publics se sont retirés peu à peu des quartiers. Moi, j'en veux terriblement à Nicolas Sarkozy, qui, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, président de la République, il a décidé le retrait des services publics. Il a décidé le retrait de la police de proximité, c'est-à-dire qu'il a enlevé le visage de la République dans ces quartiers, le visage de ce que pouvait être l'état de droit dans ces quartiers. Et d'ailleurs, ses slogans, c'était « on va sortir les karchers », etc. En fait, ce mec-là, il a même retiré les éponges qu'avait la police. Les peu de moyens qu'avait la police, il les a retirés. Et c'est important de le dénoncer parce que ces gens-là prônent le tout répressif, le tout sécurité, etc. Mais c'est eux qui ont détruit la police, c'est eux qui ont enlevé la force de dissuasion qu'avait la police dans ces quartiers. Et moi, j'en veux terriblement à Nicolas Sarkozy. Et les services publics et toute la présence de garantie d'une qualité de vie, ce n'est pas la responsabilité que de Nicolas Sarkozy. Ben, en partie. En partie, c'est là que le service public que la casse du service public a commencé. Quand on enlève des écoles, quand on enlève des bibliothèques, quand on enlève des bureaux de poste, quand on enlève les transports des quartiers, on cloisonne ces endroits. On crée des zones de non-droit, on crée des zones où la République n'existe pas vraiment. Et ça, c'est pas normal. C'est pas possible pour ces milliers de familles qui y vivent, pour ces milliers de familles qui n'ont rien demandé à personne. Et c'est important de rendre justice aussi. Enfin, tout ça, on n'en parle jamais. Et c'est important d'expliquer que dans les quartiers, il y a beaucoup de gens qui vont bien, beaucoup de gens qui ne causent pas de problème et qui ne demandent qu'une seule chose, c'est de pouvoir vivre. Nos pères, quand ils sont arrivés dans les vagues d'immigration, ont fait les petites mains de la France, ont été les chevilles ouvrières de la France. Tous ces pères qui ont travaillé dans les premières vagues d'immigration, dans les ronds-points, qui ont construit les routes, qui ont construit les cités, plombiers, maçons, qui ont fait tous ces métiers pénibles, qui ont tous fini leur vie malades, fatigués, avec le dos cassé. Tous ces pères, on leur a pas demandé en fait ce qu'ils voulaient, on leur a pas demandé s'ils voulaient une autre option. C'était soit ça, soit rien. Et eux, ils ont pris ce rôle de bâtir des familles. On demande aux pères de tenir tout ça et puis on leur donne rien. Quand j'entends toutes ces personnes en responsabilité dire oui mais on va traquer les petits jeunes en pied d'immeuble, c'est pas là où il faut aller mener la guerre contre le narcotrafic. La guerre contre le narcotrafic, elle se fait au porte-monnaie. Il faut leur enlever tous leurs biens, il faut leur enlever leur argent, il faut leur enlever la force de frappe qu'ils ont. La force de frappe qu'ils ont, c'est l'argent. Il faut aller attraper les têtes de réseau. Celles et ceux qui commettent les crimes depuis l'étranger, depuis des milliers de kilomètres, vivent très bien l'argent de la drogue, vivent à Dubaï, en Thaïlande, avec des belles voitures, des belles maisons. D'ailleurs, ils mettent jamais un pied ici, ils prennent pas le risque de venir ici parce qu'ils se feraient tuer dans la minute où ils arrivent. Et ces gens-là, on les arrête jamais, on va jamais les déranger. On dérange que les petits jeunes en pied d'immeuble. Et c'est ça qui est pas normal. La guerre contre le narcotrafic, elle doit se mener là-bas. Il rischio è credere che il crimine riguardi semplicemente sacche di immigrati, non è così. Allora chi profitta del crimine? Il sistema economico francese, tutto. Quindi trovi gli arabi che fanno crimine in strada, ma il denaro riciclato è nelle banche francesi. Mancano le leggi antiriciclaggio, ma mancano in tutta Europa, anche in Italia che è il paese più avanzato, siamo ancora all'inizio. Il denaro mafioso non può essere toccato, altrimenti va toccato tutto il denaro. Semplicemente perché se tu togli le piattaforme offshore, le controlli per evitare il riciclaggio per esempio dell'eroina, poi bloccherai il denaro nascosto lì dalle aziende della plastica, il denaro nascosto dalle società petrolifere, cioè fermi tutto il sistema. Le imprese anche fanno... Non riciclano ma evadono, quindi mettono i loro soldi, i loro profitti nelle piattaforme offshore. Le imprese fanno la stessa cosa? Ovviamente in Francia sono ancora più agevolate perché hanno il Lussemburgo come posto dove poter avere sede. Le mafie utilizzano le strade del capitalismo
senza regole. Non possono esistere senza questo? Non potrebbero esistere. Quando il capitalismo aveva per esempio altre regole, le organizzazioni fondavano loro banche, adesso non ne hanno bisogno. Ta réflexion aujourd'hui par rapport à la France Ok. et le narcotrafic. Smettere di considerare le mafie un problema di immigrati, ma è un problema economico. Ce que ce pays nous a pris lentement, à coup d'humiliation, de contrôle, de porte fermée. Ce que je veux dire là-dessus, c'est que la dignité des habitants des quartiers populaires, c'est vraiment ce qui nous reste par moment, c'est ce qu'on a. Et effectivement, moi ce que je pense, c'est que ce pays a lentement claqué la porte au nez des gens quand les gens allaient dans les services publics, ils tapaient, que personne n'était là pour les aider, quand les mères appellent la police en disant mon fils est dans la drogue, est-ce que vous pouvez l'emmener parce que je préfère qu'il soit en prison plutôt que dans la rue en train de faire des bêtises parce que j'y arrive pas, quand les locataires sont partis taper à la porte du bailleur social pour demander le chauffage l'hiver parce qu'il fait froid, parce que les plafonds s'effondrent, pour toutes ces raisons, pour toutes ces portes qui ont été fermées, je pense qu'effectivement on a humilié les gens, on a traîné les gens dans la boue, on a voulu expliquer aux gens qu'ils ne sont rien, on a voulu expliquer aux gens qu'ils n'avaient pas assez d'importance pour que la République s'occupe d'eux. Et ça, c'est pas tolérable. Dans un pays comme la France, c'est pas acceptable.